Dans le sud-est asiatique, la Thaïlande, le Cambodge, le Laos, la Chine plaquent le Vietnam le long de la mer. Le dragon, l'emblème de ce pays, épouse ses formes. Sa tête dessine les contours géographiques du Nord-Vietnam. Toutes les voies de communication convergent vers Hanoï, l'immense fleuve rouge, voies ferrées, routes, lignes aériennes. Avant le lever du jour, c'est par le pont Long Bien que les Vietnamiens franchissent le fleuve rouge et affluent vers la capitale. « 1700 mètres de poutrelles assemblées au tout début du 19e siècle par Gustave Eiffel sont empruntés par les motos, les vélos et le train. Les paysans sont les premiers à traverser le matin à moto pour ravitailler les marchés de la ville. Quand le train de 5 heures du matin arrive en gare, les transactions sont déjà terminées au marché central de Hanoï. Comme dans tous les principaux marchés du monde, les denrées arrivent par camion vers 1 heure du matin. À 2 heures, tout est en place pour les échanges les plus volumineux. Vers 5 heures, c'est le tour des plus petits détaillants pour le commerce local. Ils ont à leur disposition tous les fruits et légumes de saison qu'ils vendront sur les trottoirs ou sur les marchés de quartier. On voit bien sur les caisses que beaucoup de produits proviennent de Chine. La frontière est proche, le chinois très conquérant. Les fardeaux sont lourds. Pour sortir du marché, les porteuses utilisent la palanche. Ce balancier est fait en bambou comportant 7 ou 9 nœuds, un nombre impair pour ne pas attirer le mauvais œil. Les femmes sont plus nombreuses à travailler sur les marchés. Elles arrivent à donner à ce travail de force un rythme et une élégance qui donnent l'impression d'une grande facilité. Les hommes ont le beau rôle. Ces chauffeurs de moto-taxi, confortablement assis sur leur moto, attendent avec patience le client. Ils peuvent attendre des heures. Le coût moyen d'une course est de l'ordre de 5000 dong. Plus précisément, 2000 pour un Vietnamien, 15 000 pour un étranger. 10 courses par jour leur rapportent l'équivalent de 2 euros. Les discussions sont parfois longues. Les femmes ne gaspillent pas les dongs et se bataillent sur les prix. Ce sont des femmes d'affaires. L'économie de la famille passe par elles. Pendant ce temps, dès 5 heures du matin, près du palais présidentiel, ils sont là, hommes et femmes de tous âges, devant le mausolée d'Ho Chi Minh. Chacun improvise pour son entretien physique et son équilibre mental. Les femmes plus âgées s'adonnent au tai chi ou au sijong, plus en harmonie avec la religion bouddhiste et la médecine traditionnelle. On les voit aussi sur des trottoirs, au hasard des rues, le long des lacs, et en particulier le long du fameux lac Hoa Kiem, ou lac de l'épée restituée. La place libérée, retour à la rigueur militaire. Les visiteurs du mausolée Ho Chi Minh, en rang, sont encadrés, fouillés, surveillés. La mainmise du parti est encore très présente. Alors que les outils capitalistes fonctionnent déjà,
et que le Vietnam est entré dans l'Organisation mondiale du commerce en 2008. Néanmoins, on vénère Ho Chi Minh et on lui dédie ses compositions florales. Calme, parfois dangereusement rapide la nuit, la circulation devient vite grouillante. Les motos japonaises et chinoises ont remplacé les vélos, amenant la pollution. Hanoï est bruyante et vite fatigante. La densité de la circulation grimpe de 2 à 3 fois par an. Cette croissance est difficile à comprendre, surtout si l'on sait que le prix d'une voiture est 2 fois plus important qu'en Occident. Quand on connaît le salaire vietnamien, on se demande la provenance de tout cet argent. Les embouteillages sont le lot quotidien. La chaussée devient étroite, les motos empiètent sur les trottoirs, aux grandes dames des piétons. Ils courent, ils se battent pour accrocher le client. Beaucoup de petits métiers à Hanoï, les plus inattendus, qui font survivre les plus démunis. Sur les boulevards, à l'arrivée des bus provenant de la banlieue, c'est l'agitation. Ces hommes affluent pour offrir leurs services. Les uns pour transporter un colis, les autres pour conduire le client sur leur motobike. L'importance du chômage explique cet empressement. L'État lutte contre ce fléau en développant les écoles et les universités. L'élégance de ces étudiantes en Aosai est signe de leur confiance dans l'avenir. C'est en anglais qu'elles communiquent. Hi, my name is Thi. I'm learning in Kim Yen High School. Thank you. Le balai des trains se met en place dès le matin. Ces omnibus arrivent de contrées lointaines, comme d'Ho Chi Minh dans le sud ou même de Chine par la voie du Nord. Les voyageurs viennent grossir les 8 millions d'habitants que compte la mégapole d'Hanoï. Les voies ferrées construites dans les années 1890-1900 n'ont pas été doublées. Pour élargir le ballast, il faudrait détruire ces maisons construites pratiquement sur la voie en toute illégalité. Des projets existent, mais comment les sortir des cartons ? Quelques-uns de ces voyageurs se rendent au marché couvert de Dong Xuan. Approvisionné par les 4 coins du pays, le marché de Dong Xuan s'organise en zones spécialisées, tout comme la vieille ville. Vous y retrouverez, outre les allées réservées aux tissus, aux vêtements, aux chaussures, tous les produits alimentaires, non périssables. Les crevettes et les poissons séchés des provinces du littoral, les champignons des montagnes, les épices des hauts plateaux du centre. Le riz, le thé, le café ont bien sûr leur place. Le Vietnam étant l'un des plus gros producteurs de ces produits essentiels. Les Vietnamiens aiment flâner devant les échoppes et discuter des vertus de tous leurs produits. Chacun a une action particulière. Ces énormes champignons guérissent des maux d'estomac. Selon une légende très vietnamienne, nombre de ces champignons et de ces plantes et décoctions ont un pouvoir sur la virilité.
On retrouve dans les magasins les fruits et légumes achetés sous le fameux pont Doumer. Ces femmes, clientes de 5 heures, se sont regroupées dans le centre du vieil Hanoï, les paniers remplis de produits frais. Malheureusement, le conseil municipal vient de voter un décret interdisant ce commerce sauvage dans les rues et sur les trottoirs. Il entraverait la circulation. Ce décret oublie d'interdire les magasins qui débordent largement sur les trottoirs, gênant tout autant cette circulation. Ces magasins payent de fortes taxes, alors que ces pauvres marchands ambulants ont une activité non contrôlable. Le centre de Hanoï, l'âme de la ville, est un véritable labyrinthe. Chaque rue possède son artisanat. La rue de la soie est la plus touristique. La rue des quincailliers. Du bambou. Des imprimeurs. Des outils. Du cuir. De la sellerie. Des lanternes. Toutes les spécialités sont représentées. Ici, rue Cao Tang, se sont installés les petits restaurants. Et c'est là que viennent déjeuner les marchands de Dongsuan. On peut manger à toute heure. Cuisine excellente, digeste et variée. Les conditions sanitaires sont relatives, mais le touriste est très rarement incommodé car les plats restent en permanence sur le feu. Le pho est le plat le plus ordinaire. C'est la soupe traditionnelle de Hanoï, à base de bouillon, de nouilles, de riz et de bœuf. C'est à elle seule un repas complet. On ne pourra pas ici déguster le chien ou le serpent. Ils sont préparés dans des restaurants spécialisés. Ils sont relativement chers. Les Vietnamiens les consomment à l'occasion de fêtes et à certaines dates précises du calendrier lunaire. Les joueurs s'adonnent au Kot Wong pendant que leurs femmes travaillent au marché. Ce jeu ressemble tout à fait aux échecs occidentaux. Le roi bénéficie de la protection de la forteresse. Le temple de la littérature fut construit en 1070 pour abriter la première université du Vietnam. Elle s'ouvrit à tous les élèves brillants, susceptibles de devenir mandarins, et quelle que soit leur origine sociale. À l'époque des empereurs, même l'agriculteur pouvait accéder au rang de mandarin s'il possédait les qualités requises. « 82 stèles sont placées de chaque côté du grand bassin. Elles portent les noms de plus de 1000 docteurs reçus aux concours royaux. Ces stèles sont portées par des tortues, symbole de la longévité et de l'union entre le ciel et la terre. Au fond de cette cour s'étale la grande maison des cérémonies, où trône Confucius. En Asie, le confucianisme est à l'origine d'une hiérarchisation de la société, érigeant en tant que dogme l'obéissance aux puissants. Il place l'homme au centre. La femme est soumise et l'enfant a devoir d'obéissance envers les aînés. Le fils respecte le père respecte le mandarin respecte le roi.
C'est l'un des rares lieux de la capitale où l'on peut venir rêver dans le calme et la sérénité avant de retourner dans l'agitation des rues. Dans quelques jours, ce sera le Nouvel An chinois, la fête du Tet. L'activité générale du pays se met au ralenti 15 jours avant et 15 jours après. C'est la plus grande fête de l'année et le moment privilégié pour regrouper la famille. Les Vietnamiens exilés, les Viet Kieu, et tous les étudiants travaillant à l'étranger rentrent au pays. Ici, le sapin de Noël est remplacé par le pêcher en fleurs et surtout par l'arbre à kumquat cultivé autour d'Hanoï. Les fruits oranges, qui ressemblent à des boules en or, sont le symbole de la richesse. Le Tet, c'est le renouvellement. On nettoie les maisons, on efface les dettes, on porte des vêtements neufs, on reçoit la famille. C'est un signe du ciel quand la première personne qui vous rend visite est riche, entreprenante. Sa richesse va rejaillir sur la maison. La symbolique du Nouvel An est axée sur la prospérité et la réussite. Malgré l'influence occidentale et l'idéologie marxiste, le Vietnamien reste influencé par le surnaturel. Pour lui, le monde des vivants et celui des morts s'interpénètrent, en particulier lors du moment de purification que constitue cette fête du Tet. Il sait user de tous les moyens pour négocier son destin par des offrandes aux prières, par le recours aux prédications de devins. Les jours, les chiffres sont chargés de signification. Les décisions importantes, date et heure de l'accouchement, le jour du début d'une construction, l'orientation d'une maison, l'emplacement d'une tombe, sont autant de sujets pour consulter un astrologue ou un géomancien. Le Tet, c'est aussi la fête pour les enfants. Chaque village, chaque quartier possède sa maison communale, le Din. Dans le Din se tient la réunion des anciens. Chacun est placé selon son rang. Une fois par an, on sort en procession les divinités tutélaires pour les vénérer. Un mandarin exemplaire peut aussi être vénéré comme une divinité au cours de ce rite confucianiste. Les communistes n'ont pas encore fermé toutes les dînes. Ils les remplacent progressivement par des maisons de communautés populaires. Les religions n'ont pas toutes le même Dieu. Celui de l'argent engendre aussi des cortèges de masse.
Pour franchir le fleuve Rouge, des bacs assurent une rotation continue à 2-3 km d'Hanoï, rapprochant ainsi la ville de la campagne. Le fleuve Rouge mérite bien son nom. L'argile est responsable de cette teinte. À la campagne, on roule encore beaucoup à vélo. Encore aujourd'hui, les tombes, implantées dans les surfaces cultivées, marquent l'influence permanente des ancêtres. L'orientation du corps est un élément déterminant pour assurer un bon séjour dans l'au-delà. La population vietnamienne est très jeune. Ces adolescents poursuivent des études secondaires. Ce sera difficile pour ces jeunes issus des classes moyennes d'accéder à l'université, sauf s'ils sont très bien notés ou si leurs parents possèdent des relations haut placées. Dans la rizière, il n'y a pas d'âge fixé pour la retraite. Les jeunes filles se protègent pour ne pas avoir la peau trop bronzée. Après le piquage du riz, ils viennent à deux épandre l'engrais. La peau est brûlée. Le port des gants ralentira l'agressivité des brûlures chimiques. La culture du riz en plaine nécessite une irrigation constante. À chaque région, sa façon de procéder. Việt Nam Hồ Chí Minh như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng, lời ca người đã tình chiến thắng huy hoàng 30 năm đấu tranh Việt non sông. Việt Nam Hồ Chí Minh
Việt Nam, Hồ Chí Minh muôn năm, sĩ tốt hãy cày canh, nó kêu rằng quack 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 quack, gặp hồ nước nó bị bom, lúc lên bờ với cây canh cho khô quack 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 quack. Un peu plus loin, vers le sud-est, on se rapproche de la frontière du Laos pour rejoindre le village de Hen et ses 350 habitants. La seule façon d'y parvenir est de remonter la rivière. Les radeaux de bambou qui descendent cette rivière sont utilisés dans la construction, échafaudage, parquet des maisons, adduction de l'eau, fabrication des palanches. Le chop suey avec l'alcool de riz est incontournable. Chúc sức khỏe ông. Le maître d'école donne le bon exemple. Il offre le thé vert. Arrivé avec femme et enfants, il attend une promotion espérée en ville. L'école regroupe les plus jeunes enfants. Les plus âgés sont au collège, à la ville voisine. Le maître a bien enseigné l'hymne national. Et aussi la discipline militaire. Les habitations sur pilotis sont très courantes au Vietnam. Les pluies sont fréquentes, parfois très impressionnantes lors de la mousson. L'abri sous la maison convient aux animaux. Il sert aussi de rangement pour le matériel, le bois, et aussi les cercueils qui attendent leur utilisation. Ce sont les cercueils en réserve. C'est un tronc d'arbre coupé en deux et creusé à l'intérieur. Le riz en branche est pilé, puis fané selon une technique En traditionnelle. fait, du riz, quand il récolte, c'est pas, il coupe pas avec la faucille comme dans la plaine. Il cueille juste les épis de riz. Ils gardent sécher comme ça et quand ils ont besoin, ils vont piler pour décortiquer. Et la dame avec sa vannerie, elle fait comme ça pour séparer de l'écorce et du riz. Sous l'éclairage de la seule ampoule du village, les jeunes filles répètent les danses qu'elles présenteront lors du concours annuel au bourg voisin. Ce sont les mêmes que l'on retrouvera le lendemain. Ce petit moment de détente n'est que la face cachée de leur travail quotidien. Elles montent au village des paniers de cailloux de plus de 30 kilos. C'est très jeune qu'elles s'adonnent aux travaux difficiles. Le train permet de quitter les Kinh pour gagner la montagne. Il faudra une nuit pour faire les 300 km séparant Hanoï de Lào Cai.
Le roi dragon, d'après la légende, a épousé Aoko, la fille de son ennemi, un général chinois. Ils ont eu 100 garçons. Le roi dragon a gardé 50 enfants. Ils sont restés sur la côte pour former le royaume des Qin. Le roi dragon a dit à son épouse « Ton royaume sera dorénavant la montagne. Emmène avec toi tes 50 enfants. Ils seront à l'origine des minorités. » Ce sont les rencontres avec les minorités Hmong noires et Zhao rouges qui participent au charme de Sapa. Bien que nombre d'entre eux n'aient jamais été scolarisés, ils sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le tourisme, notamment les jeunes qui parlent un peu l'anglais et utilisent quelques mots de français. Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Les femmes se sont investies dans le commerce des produits artisanaux. Les vêtements traditionnels sont teints avec l'indigo, extrait de l'indigotier cultivé dans la région. Comme partout, les jeux de hasard rassemblent leurs fidèles. Les Vietnamiens adorent le jeu et les minorités ne font pas exception. Sapa, station climatique, est à 1500 mètres d'altitude, très proche du Phan Xipan, point culminant du Vietnam avec ses 3140 mètres. En s'éloignant de la ville, on est stupéfait par le travail colossal réalisé sur plusieurs siècles qui permet aux agriculteurs d'exploiter les terres. Les cultures en paliers s'étendent sur une trentaine de kilomètres et dépassent parfois les 50 niveaux. Ces plateaux doivent être entretenus en permanence, car les murets de terre argileuse peuvent s'effondrer lors de la saison des pluies. Les rizières sont alimentées en eau par les nombreuses sources de la montagne et par les pluies. Le courant d'eau passe de niveau en niveau, en laissant des passages pour éviter les débordements dangereux. Ici, on ne peut pratiquer qu'une récolte par an. Le climat est trop froid pour rivaliser avec les plaines d'Hanoï où l'on fait 2 récoltes et les plaines d'Ho Chi Minh Ville où l'on en fait 3. La culture du riz passe par plusieurs étapes. Le premier temps consiste dans la préparation du terrain. C'est donc le temps du labour qui se pratique dans les rizières inondées. Cette période donne lieu à des scènes pittoresques. Le bœuf tire la charrue. Cet animal est leur richesse. Le paysan qui ne possède pas son bœuf tire lui-même la herse. C'est de plus en plus rare, mais malheureusement, on le voit encore. L'homme tire, la femme ou l'enfant guide la charrue. Le bœuf est donc la première acquisition et la plus importante dépense de l'agriculteur. Lors des hivers rudes, comme celui de fin 2007, la température exceptionnellement basse dans cette région a entraîné la mort de la moitié du cheptel. La deuxième dépense pour ces populations est le mariage du premier enfant, la maison n'arrivant qu'en 3e position. Deuxième temps, le repiquage. Les pousses sont prélevées dans le champ où l'on a fait germer les grains de riz. Ces zones de culture sont d'un vert tendre et éclatant. Ces pousses sont acheminées par paquets dans les aires de repiquage.
Ici, le travail est fait à la main, chaque brin étant planté un à un, selon un espacement et un alignement rigoureux. La montagne est alors un lieu de labeur, de souffrance. Le climat y est rude, les pieds sont dans la boue, l'humidité est au maximum. Ce grenier est leur seule source de revenus, sachant qu'ils ne recevront en dotation que quelques sacs de riz pour la totalité de leur récolte. De ce lieu d'intense travail, les hommes et les femmes réussissent à en faire une merveille esthétique. Troisième temps, la récolte. Elle se fait, faucille à la main, dans les rizières à sécher. Le riz partira ensuite dans des coopératives pour être traité, réparti, distribué et exporté. Les Hmong, dernière minorité venue du Yunnan, ont dû, pour survivre, se battre en particulier contre les Thaïs. Ils ont été obligés de prendre ce qu'il leur restait de terrain. Ils se sont donc installés dans les montagnes, le plus haut en altitude, sur des terres ingrates. Ils sont aussi appelés Méo, c'est-à-dire sauvages. On a dit qu'ils ne pouvaient pas vivre dans les plaines en dessous de 1000 mètres. Faux, car ils vivent là où on leur a laissé de la place. L'ethnie Hmong est la moins bien intégrée de la société vietnamienne. Les plus rebelles des Hmong se sont opposés aux autorités de Hanoï en se rangeant pendant les guerres du côté de l'occupant. Beaucoup se sont exilés. La maison est rudimentaire. Elle est recouverte de tuiles de bois et construite au ras du sol et non pas sur pilotis. Le sol est en terre battue. L'intérieur est sombre, humide et difficile à chauffer. Cela n'empêche absolument pas les enfants de posséder cette ingéniosité à créer des jeux où ils expriment leur gaieté naturelle. Dien Bien Phu, la cuvette de sang, à quelques kilomètres de Lai Chau. Dien Bien Phu est bien situé dans une cuvette de 8 km de large sur 18 km de long, entourée de collines et de montagnes, dont certaines sont à moins de 1000 mètres du centre de la cuvette. Un correspondant du Monde écrivait en février 1954 « L'image juste serait celle d'un immense stade. Le fond du stade est à nous. Les gradins des montagnes sont au Viet Minh. Cela me donne l'impression d'être encerclé et d'être vu de partout. L'ennemi plonge ses regards d'en haut. » L'armée française est composée de Marocains, Annamites, Algériens, Sénégalais, légionnaires, Hmong, Thaïs. Dans cette foule bigarrée, le Français de France finit par être une curiosité. Le général Navarre a ignoré le fabuleux travail de préparation des hommes et des femmes vietnamiens conduit par le général Giap. Ce dernier a permis aux Viets de se dépasser, de créer des voies d'accès, de transporter toute l'artillerie en pièces détachées sur leurs vélos, issus de la manufacture de Saint-Étienne. Le résultat, une défaite sévère
et un traumatisme pour l'opinion publique française. 3000 morts, 4000 blessés, 10 000 prisonniers, dont seulement 3000 reviendront des camps vietnamiens. À l'inverse, le point positif de cette défaite française a été d'être l'un des points de départ de la reconstruction du Vietnam. Elle deviendra manifeste à partir de 1975, date de son indépendance. Partons vers le nord-est, en passant par Lao Cai, pour nous rendre au village de Can Cao. Les Hmong bariolés, ou Hmong fleuris, sont descendus de leur village pour vendre leurs légumes et leur alcool. Ce matin, une arrivée inhabituelle de bananes concentre toutes les attentions. Comme partout, le coiffeur détient toutes les informations. Les jeunes sont attirés par les nouvelles technologies. Les hommes se dirigent vers les alcools. C'est un alcool de maïs dur, dangereux, responsable chez les Hmong d'un vieillissement précoce. Avant de repartir, les familles se restaurent, le retour étant parfois éprouvant, les villages pouvant être très éloignés. Le Vietnamien apprécie énormément le porc. Le porc, lui, n'apprécie pas du tout les transports. C'est la récompense légale du travail de la famille. Cette femme vient de toucher sa dotation annuelle de riz. De Can Cao à Sinman, la route offre de beaux spectacles. Les femmes Hmong essaient d'accroître leur surface de culture en défrichant les flancs de la montagne. Puis les hommes prennent le relais pour labourer. Les Hmong, hommes, femmes, enfants, sont tous d'infatigables marcheurs. Pourtant la route grimpe et le fardeau est lourd.
À Sinman, le marché a lieu tous les dimanches matins. C'est l'occasion de croiser beaucoup d'ethnies minoritaires. On en compte 54 au Vietnam. Elles représentent 14% de la population. Chacune possède sa propre histoire, sa propre langue, et on communique tous en vietnamien. Les Hmong noirs, les Hmong fleuris, les Hmong verts cohabitent avec les autres ethnies minoritaires comme les Thai, les Muong, les Nung, les Zao, les Man. Les unes sont en jupe, les autres en pantalon noir et manteau. Toutes les minorités ont en commun la faiblesse de leurs revenus, une méconnaissance des principes sanitaires de base, le recours aux guérisseurs et aux médecines traditionnelles, une forte démographie et des liens sociaux très forts. Le sein, c'est pour le nouveau-né. La canne à sucre pour la jeune fille. La chique de Bethel pour la grand-mère. Les chiques de Bethel s'achètent comme les cigarettes. Prenez une feuille de Bethel, un quartier de noix d'arec, un petit morceau de racine d'autocarpus, une pointe de chaux éteinte et mâchez lentement. Sur l'étal, la viande est fraîche. Les bêtes ont été abattues le jour même. Le porc vient en tête. Ensuite vient le bœuf, puis la chèvre. Sur le marché, c'est aussi le commerce du cochon qui est prépondérant. On y échange essentiellement des porcelets pour les engraisser avant consommation. La calculette du téléphone mobile est indispensable pour les transactions. On vérifie, on recompte les dongs. Les minorités consomment la viande de chèvre très bouillie. Ils ne s'intéressent pas à leur lait et ignorent l'art du fromage. La double pesée est sûrement une excellente méthode pour peser un animal, pas toujours docile. Les rares Viettes de la région sont les seuls mangeurs de chiens. Le choix des feuilles de tabac est l'affaire des hommes. Les femmes ne fument que très occasionnellement. Inversement, elles choisissent leur houe, leur sarcloir pour travailler la terre. Ici, ce sont elles qui travaillent. Elles ramassent le bois pour alimenter le feu de la cuisine, transportent les fardeaux et empierrent les routes. Elles sont respectueuses des traditions. Les femmes mariées se reconnaissent à leurs dents en or. L'incisive est taillée par le spécialiste, dont l'établissement se remarque aisément sur le marché. Elle semble bien supporter la roulette en dehors de toute anesthésie. Dans les montagnes, toutes les occasions sont bonnes pour trinquer. Les femmes sont autant exposées que les hommes.
quelques-uns ont recours à une alimentation saine. Quand les affaires sont terminées, avant de repartir, on se retrouve entre amis ou en famille autour d'une soupe et des viandes bouillies. L'alcool fait aussi partie du repas. Heureusement, le cheval connaît bien le chemin du retour. La route de Sinman à Yenmin suit la rivière. On retrouve sur des terrains inattendus des femmes qui tentent d'arracher encore quelques mètres carrés. L'important, c'est de toujours gagner des terres à cultiver. Heureusement, il est aussi des terres plus planes, plus riches. Le maïs se développe plus facilement. La farine de maïs sera à la base de l'alimentation de la famille et du bétail. De l'autre côté, c'est un autre paysage très typique du Tonkin. Une plaine alluvionnaire permet la culture du riz à côté des habitations. Elles sont ponctuées de massifs calcaires qui ont résisté à l'érosion. Ces deux collines évoquent la poitrine d'une belle tonkinoise. L'art se conjugue au naturel. Les acteurs possèdent leur rôle depuis plusieurs siècles. Leur allure, leur élégance n'a pas d'égal. D'emblée, on reconnaît la reine. L'eau est sa principale fortune. Autour d'elle, le ballet s'organise. Les paniers remplis du lisier, véritable richesse du royaume, sont destinés à améliorer le développement de leur riz. L'eau et le riz sont le symbole éternel du Vietnam. Sur la route, les jeunes Ao noirs portent quotidiennement leur riche parure. Dans le village de Yenmin, c'est la minorité Lachi qui propose des pousses de bambou, des crabes d'eau douce bien vivants, ficelés sur leurs baguettes, des grenouilles, également bien vivantes, et du bois. Ils en ont l'utilisation permanente pour entretenir le feu sous la marmite. Ils maîtrisent l'art de disposer astucieusement ce bois pour une combustion lente. Le bois ne doit pas brûler inutilement.
Le bois invendu sera de retour dès demain sur ce même marché. La frontière chinoise se situe au milieu de ces montagnes. À Phoban, les tombes des ancêtres, ornées du drapeau blanc bouddhiste, gardent l'entrée du village. Les enfants, régulièrement, leur apportent la nourriture et l'alcool de riz pour qu'ils ne relâchent pas leur vigilance. Le village est donc bien protégé. Ce sont les Han qui forment la population majoritaire de la Chine. À Phoban, ce sont aussi les Han qui y vivent. Ce village est donc un village chinois. Les constructions y sont bien différentes de celles des minorités viettes. Elles sont en pierre, recouvertes de tuiles. Elles sont souvent à un étage. Le village sert de relais entre la Chine et le Vietnam. Un petit circuit commercial transite par ici. Les façades cachent un commerce, un atelier de couture ou une fabrique de tissus. Le maïs sèche sous la toiture. La cuisine pour le bétail et la cuisine pour les humains se côtoient. Les toilettes sont à l'image de la maison, très rudimentaires. La végétation d'altitude a disparu pour faire place à un paysage lunaire, minéral, où seulement quelques individus survivent. Ils exercent parfois des métiers inattendus. Cette femme crée le plissé de la robe traditionnelle des Man. Elle la vendra 80 000 dong, soit 4 €. On retrouve ici le même plissé dans les rizières. La route la plus majestueuse de la région, en se dirigeant vers Meovac, passe par le pic de Mapileng. À 1900 mètres, toute culture agricole tient de l'exploit. Chaque pied de maïs est gagné au prix d'un travail immense. Tous participent aux travaux. Leur récompense quotidienne est d'évoluer dans un spectaculaire environnement, même si le climat est souvent hostile, très froid l'hiver, très turbulent lors de la mousson. 1000 mètres plus bas coule la rivière Nok. C'est aussi le pays de la pierre. Les murs de cailloux ont remplacé les enclos en bambou des animaux. La route est périlleuse, surtout en hiver. Elle serpente entre 1900 et 2000 mètres sur plus de 7 km. Il est nécessaire de posséder une solide constitution pour survivre dans ces hautes montagnes.
Sous la pluie, le déploiement des ombrelles a coloré le marché. À Lung Fin, on y retrouve d'autres ethnies, en particulier les Man. Au restaurant, les gens trouvent un abri. Les soupes chaudes. L'alcool. Et la pipe. La famille, les amis, se partagent un plat unique. Les femmes Man fument comme les hommes. Le marché de la viande est organisé sous un abri construit par la province. L'étal des viandes est improvisé sur un morceau de carton. Les viandes sont appétissantes, dépourvues d'insectes et ne présentent aucun risque d'intoxication. Le marché de Lung Fin est réputé pour sa canne à sucre. Les femmes savent choisir. Il leur faut du temps. Toucher, soupeser, renoncer, revenir, discuter et finalement acheter. Elle sera débitée dans la longueur choisie. Tout dépend du transport pris pour le retour à la maison. La route qui conduit à Bao Lac surplombe une ferme caractéristique de la région. Le village se rassemble pour récupérer les semis. Le transport à l'aide de la palanche semble se faire sans aucun effort. Et pourtant, le passage de la digue donne un aperçu du poids qui avoisine les 80 kilos.
les lataniers trouvent un climat favorable à leur développement dans cette région du Nord-Vietnam. Les tiges sont utilisées pour les solides et redoutables palissades infranchissables. Leurs palmes serviront à couvrir les habitations. L'insouciance heureuse des enfants contraste avec le dur travail de leurs parents sur ces terrains parsemés d'embûches. C'est l'époque du semis du maïs. Les pieds dans le sillon ouvrent et referment la terre sur les 3 grains tombés de la main. Ce village ne ressemble à aucun autre. Maison basse cachée par les réserves de bois. Le sage garde un œil paternel sur ses jeunes administrés. À partir de bas au lac, l'ascension d'un très long chemin de terre argileuse, très glissant, en pleine montagne, conduit à l'un des villages de l'ethnie des Lolo. Les enfants se font une joie de faire l'accueil. Cette ethnie fait partie de la grande famille tibéto-birmane. On compte 3300 Lolo, dont 180 dans ce village, regroupés en une trentaine de maisons. Ils parlent un dialecte proche du birman. Les femmes Lolo sont réputées pour leur grande beauté. Leurs costumes sont brodés, les Lolo ne tissent pas. Il faut près d'1 an pour qu'une femme réalise le costume qu'elle portera en permanence. Ils se marient entre eux, au sein même du village. Ils sont très attachés à leur terre, à leur identité, d'où quelques traces de consanguinité. Les Lolo croient que l'univers comprend 3 mondes. Le monde des êtres du ciel, du sous-sol et de la terre. Quand il fait nuit sur terre, il fait jour dans le sous-sol où descend le soleil. L'eau des sources est acheminée par des tuyaux ou plutôt des dalles de bambou. Dans ce village, 3 sources convergent vers un seul emplacement. C'est donc ici que l'eau est récupérée pour l'usage domestique. C'est aussi le lavoir et la salle de bain. Dans le village, il n'y a pas de toilette. Chacun a son coin dans la nature. Habituée aux tâches rudes, la femme manie la hache avec adresse.
Nous sommes dans la maison du chef du village. La pièce principale est le lieu où se gèrent les affaires de la communauté. C'est aussi le cadre des festivités et des mariages. Le foyer intérieur est utilisé pour la cuisine. Une pierre est insérée dans un sol fait de planches plus ou moins bien jointes. L'homme, selon les Lolo, possède 12 âmes, dont une âme principale. Dans la maison, les âmes principales se réunissent autour de l'âtre. Les âmes secondaires de chaque membre de la famille errent partout. Si elles s'égarent ou sont possédées par des esprits malins, l'individu est malade et doit être exorcisé. Les Lolo croient aux esprits. Les esprits bienfaisants protègent la famille. Ces esprits peuvent néanmoins punir en provoquant des accidents, des maladies, si on a négligé leur culte. Les souvenirs, les papiers officiels, les photos sont rangés dans un cadre aux côtés de l'oncle Ho, toujours vénéré dans l'ensemble du Vietnam. La mangeoire en bois illustre leur savoir-faire à fournir un bel ouvrage. Espérons qu'un bassin en aluminium ne vienne le remplacer. Ce foyer extérieur est réservé à cuire les aliments nécessaires aux animaux. La seule façon de communiquer avec les autres ethnies est d'utiliser la langue viet. Le gouvernement s'est donné comme priorité envers les ethnies minoritaires d'implanter une école dans les villages sous la houlette d'un instituteur vietnamien. Dans ce village, les jeunes parlent et écrivent en vietnamien. Le travail se partage ici, entre les hommes et les femmes. Le soc de la charrue ne peut intervenir sur les pentes abruptes. Qu'importe, le maïs y poussera. Quittons les ethnies minoritaires des hauteurs pour plonger vers la mer. Impossible d'échapper à la cohue des touristes, Halong fait partie du programme de tous les tours opérateurs. La baie est magnifique et n'est qu'à 160 km à l'est d'Hanoï. Il est important de s'éloigner au plus vite de la multitude des bateaux pour se perdre dans ces 1500 km². Ce sera alors le moment de savourer le décor féerique de ces îlots calcaires qui émergent d'une eau bleue dans la mer de Chine, ou plus précisément dans la mer du Tonkin. Halong signifie descente du dragon. Selon la légende, les 1969 îlots de la baie représenteraient les parties émergées de l'arête dorsale d'un dragon qui reposerait au fond de la mer. D'un point de vue plus scientifique, les pics de la baie se seraient formés par l'action de l'eau de mer sur une structure plissée par l'érosion éolienne.
c'est l'amplitude des marées qui sculpta les étranges rochers calcaires et schisteux. Le vaste site karstique de près de 6000 ans est un repère idéal pour les pirates chinois ou vietnamiens. Depuis les années 90, la police surveille nuit et jour ce site, obligeant les bateaux de promenade à passer la nuit regroupés dans 2 endroits, améliorant la sécurité des passagers, mais entravant la poésie de la nuit. Pour conserver un vrai souvenir de cette merveille classée par l'UNESCO Patrimoine de l'humanité, il est conseillé d'y passer 24 heures consécutives en y vivant une journée complète et une nuit sur un bateau. La baie se découvre en silence. Quand la jonque pénètre dans ce labyrinthe rocheux, l'espace se referme, entraînant le voyageur dans une atmosphère envoûtante. La jonque glisse entre les pitons rocheux. Malheureusement, la pollution est déjà visible. L'environnement de la baie est menacé par la destruction des mangroves, par la proximité des mines de charbon à ciel ouvert et par la détestable habitude des marins locaux de tout rejeter à la mer. La baie d'Along recèle une grande diversité écologique. Corail, forêt tropicale et de nombreuses espèces animales rares comme cet étrange anthropode marin, considéré comme un fossile vivant appelé limule. Elle intéresse toujours beaucoup de scientifiques. Son exposition occupe un département entier du Muséum d'histoire à Paris. La limule s'achète très cher. Sa dégustation n'offre que très peu d'intérêt. À l'abri des rochers, quelques maisons forment un village flottant. Ces villages se développent au fil du temps et s'équipent pour réussir à vivre en autarcie. On y retrouve, outre une école, une épicerie, un motoriste pour les bateaux. La première école a été construite par un groupe français. La grande majorité des habitants vivent de la pêche et de l'aquaculture. Les bateaux se sont modernisés et multipliés. Les viviers sont placés sous les habitations. Les produits de la pêche, poissons, crabes, crevettes, langoustines, approvisionnent les grandes villes. Des intermédiaires venus d'Hanoï viennent négocier les prix. C'est dans la lumière du soir, au coucher du soleil, que la baie est la plus mystérieuse. Les rochers, tels des ombres chinoises, rendent crédibles toutes les légendes. On dit de la baie d'Along qu'elle est la 8e merveille du monde. C'est un lieu empreint de fantastique où l'émotion étreint chaque visiteur. Envoûté par le charme des lieux, il est bien loin de ses préoccupations quotidiennes. Vietnam, Hồ Chí Minh muôn năm, sĩ tốt, nó kêu rằng quack quack quack, quack quack quack. Vietnam. À l'heure où s'ouvre un cycle pacifique, et alors que s'est engagée la bataille de la modernité,
le Vietnam peut compter sur ce charme profond qui le rend à ce point attachant que nul ne peut lui faire visite, ne serait-ce qu'une seule fois, sans avoir le profond désir d'y retourner.